Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, effectivement. que les gens ne se corrigent pas de ce problème. Ils sont incorrectibles. Le français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste. Oui, il devrait gesticuler. Ça, c'est Et clair. enfin insister sur le fait d'apprendre. Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. À vos plumes, c'est parti. Amis de la francophonie, bonjour. Je ne sais pas si nous serons 200 millions, comme il y a de francophones à travers le monde, à participer à cette dictée du mot d'ordre proposée par Action pour promouvoir le français des affaires grâce à Westrack et le réseau Lire au Havre. Mais j'espère que vous prendrez... qui que vous soyez, beaucoup de plaisir à y participer et à relever avec nous le défi d'utiliser les mots justes et en particulier dans le domaine des affaires. C'est en effet l'objectif de notre association. Dans le monde de l'entreprise, il y a un jargon particulier et un jargon qui est souvent contaminé par des anglicismes. Le but n'est pas de lutter contre l'anglais, mais de prouver aux Français et aux francophones de façon générale qu'ils ont à leur disposition une langue française qui est riche, qui est créative, qui est vivante, qui n'est pas figée dans le marbre et qui, du coup, met à leur disposition des ressources qui leur permettent d'exprimer les réalités nouvelles qui doivent donc trouver des mots pour pouvoir être comprises et partagées avec les autres usagers de notre langue en France et à travers le monde. C'est aussi un combat pour la simplification de notre langue parce que lorsque l'on emprunte énormément de mots à une langue étrangère, comme on peut le faire actuellement à l'anglais dans le domaine de l'entreprise, on a deux phénomènes. Un phénomène de difficulté à comprendre des termes que certains ne connaissent pas, ce qui les exclut du coup de la capacité à échanger, ce qui les remet à leur niveau inférieur. Or, une langue partagée est une langue qui participe à la construction de la démocratie. Et puis, deuxième problème, c'est que plus on emprunte de mots à une langue qui a des points communs avec la nôtre, mais qui a aussi ses propres règles, eh bien, on la complexifie et du coup, ça fait beaucoup plus de choses encore à apprendre. On va prendre un exemple très courant, le fameux email qui s'est répandu en une vingtaine d'années avec Internet et l'usage des messageries électroniques. Email pose pour le français plusieurs problèmes. Premier problème, il introduit une nouvelle prononciation de la lettre E. Il n'y a pas d'autres usages jusqu'à présent en français où le E se prononçait I. Donc cela fait une exception de plus à apprendre. Et il faut quand même se mettre dans la tête de nos enfants qui, à 6 ans, découvrent l'écriture et la lecture et qui devraient du coup avoir à apprendre une nouvelle prononciation de la lettre E dans certains mots. Puis il y a un autre problème de prononciation. A-I-L se prononce aïe en français, c'est courant. Aïe, eh bien ça agrémente nos plats. Et puis M-A-I-L, c'est un mail où on se promène sous les platanes et où on observe les boulistes qui se disputent le cochonnet. Donc, le seul mail qui vaille, c'est celui où l'on est en bonne compagnie. Donc, email a depuis 20 ans un équivalent en bon français, c'est le courriel. Et ce courriel qui a d'abord été proposé par nos amis québécois a été entériné par la commission de terminologie qui travaille auprès du Premier ministre, donc du gouvernement français, et il est à la disposition de tous les usagers de notre langue. Il est d'usage obligatoire dans les administrations et toutes les organisations publiques. Et du coup, vous pouvez le trouver sur votre déclaration de revenus, par exemple. Alors, c'est peut-être pas l'exemple le plus enthousiasmant, mais en tous les cas, vous avez, en tant qu'usager, le droit de l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé, parce que des fois, on a des débats. Oui, le gouvernement n'a pas à nous obliger à utiliser tel ou tel terme. Effectivement, en revanche, il a l'obligation, lui, dans ses administrations et puis aussi les collectivités locales d'utiliser les termes qui sont forgés par la commission de terminologie. Les usagers, après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais nous, notre but, en tant qu'association œuvrant à la promotion de la francophonie, c'est de dire aux francophones, vous avez des termes à votre disposition, des termes qui simplifient notre langue,
pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, prenez-les, faites-en bon usage, répandez-les et n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas ridicule parce que vous utilisez un terme qui a été nouvellement forgé pour votre usage. Pourquoi un terme qui aurait été emprunté plus ou moins correctement d'ailleurs à l'anglo-américain aurait-il plus de noblesse qu'un terme forgé par des amis québécois ? On se le demande. Y aurait-il donc un peuple supérieur, une culture supérieure aux autres, qui pourrait déverser sur le monde entier ses usages, ses mots, ses concepts, et puis des cultures et des langues inférieures qui ne pourraient du coup que se réfugier dans un passé glorieux mais figé? Nous sommes tous, je pense, d'accord pour dire que la culture est faite de diversité et que la conservation de la diversité linguistique est un des outils de la diversité culturelle. Et d'ailleurs, la francophonie, qui s'incarne dans différents organismes, dont l'Organisation internationale de la francophonie, est particulièrement engagée dans la préservation de la diversité linguistique, puisque l'espace francophone s'étend dans de nombreux pays où le français est une des langues utilisées dans le pays, mais est en partenariat ou en coexistence avec d'autres langues, du bambara au wallon, de l'anglais au breton. Donc, c'est très important aussi d'avoir en tête que promouvoir le français, tel que l'entend notre association et de façon plus générale le mouvement de la francophonie, ce n'est pas vouloir que le français domine les autres langues, c'est simplement affirmer le droit à la diversité linguistique. Cela veut donc dire aussi que l'on peut très bien accepter que des mots arrivent dans notre langue empruntés à l'étranger et que il suffit pour un certain nombre de mots simplement de les adapter à notre système de prononciation ou de graphie. On ne va pas remettre en cause certains mots qui apportent vraiment un concept nouveau. Prenons l'exemple de management. Le management s'est répandu dans les entreprises. Il n'y a aucun problème avec le mot management dès lors qu'on le prononce management. En revanche, si vous le prononcez management, cela veut dire que ça reste quand même une façon de concevoir la vie en entreprise qui nous est extérieure à nous francophones, puisque il y a un G qui se prononcerait je et un NT qui deviendrait sonore. Eh bien non, le management ne pose pas de problème, le management en pose. Et du coup, le management est pratiqué par un manager, tout bêtement, un manager EUR, comme notre système de graphie le permet. Et si c'est une femme, puisqu'il n'y a pas si longtemps, nous célébrions la journée internationale des droits des femmes, eh bien c'est une manageuse, et qu'on ne me dise pas que ça fait bizarre, parce que bon, quand il y a un nageur, il y a une nageuse, et quand il y a un manager, il y a une manageuse. Voilà. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que nous travaillons et que je vous invite, tous les participants à cette épreuve, à réfléchir à votre usage de la langue et à ce que vous pouvez en faire pour qu'elle reste toujours aussi vivante. C'est pourquoi notre association vous appelle par l'intermédiaire de son site à faire remonter les besoins que vous pourriez trouver dans votre vie professionnelle pour exprimer bien donc des concepts ou des usages nouveaux ou pour désigner de nouveaux produits, parce que nous pouvons le faire en français en puisant dans nos ressources plutôt que d'aller chercher à imiter la prétendue créativité ou flexibilité de la langue anglaise. Alors, pour vous en convaincre, nous vous proposons donc chaque année une épreuve pour le grand public. Il existe aussi une épreuve pour les étudiants à travers le monde, et qui là est encadrée par leur professeur de gestion et d'économie. Pour le grand public, nous vous proposons une épreuve qui est composée de 3 exercices. Un premier exercice qui est composé d'un texte dans lequel vous devez identifier des néologismes, donc ces créations de ces dernières décennies qui permettent d'éviter donc d'utiliser des anglicismes et qui rendent du coup le texte beaucoup plus clair, même si vous n'êtes pas familier du domaine des affaires ou du domaine d'activité de l'entreprise qui est décrite dans le texte. Donc ce texte
est composé donc de nombreux néologismes, ce qui peut paraître un petit peu curieux parce que il est rare d'en trouver autant au centimètre carré. Il y en a une bonne trentaine dans le texte. Donc ce texte, vous allez le retrouver sur le site de Lire au Havre. Donc, vous permettra de l'imprimer et de rechercher ces néologismes et donc de vous apercevoir que grâce à ces néologismes, comme je le disais, vous arrivez à comprendre de quoi il s'agit. Alors, une petite précision aussi sur ces néologismes. Certains de ces néologismes n'en sont pas. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mots nouveaux en tant que tels, des mots que vous n'auriez jamais croisés. Ce sont des mots qui sont pris dans une acception différente, dans une acception élargie, ou ce sont des mots anciens qui retrouvent une nouvelle vitalité. Il y a aussi, non pas des néologismes, mais des mots donc qui sont toujours d'usage et qui méritent d'être rappelés à un moment où, alors là, la mode ou un certain snobisme amène certains influenceurs ou certains managers ou certains journalistes à préférer utiliser leur équivalent en anglais. Normalement, on n'a pas besoin de néologisme pour rappeler que boss, faut que j'en réfère à mon boss. Pourquoi quand j'en réfère à mon patron, on est plus soumis à son patron qu'à son boss. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher, encore une fois, quand on utilise un anglicisme plutôt qu'un terme francophone. Voilà, donc ces néologismes, vous allez les découvrir donc dans ce texte. Ensuite vient la dictée en tant que telle, qui est la suite de ce texte, mais qui est moins centrée sur les néologismes. Vous en trouverez encore, mais vous trouverez aussi un certain nombre de ces difficultés de la langue française qui en font tout le charme pour ceux qui l'apprennent et tout le piquant pour ceux qui la maîtrisent. Mais la dictée n'a pas pour objectif de vous faire sentir comme l'élève pris en faute parce qu'il aurait oublié les règles, mais le texte a été pensé pour vous permettre déjà de réviser quelques règles qui sont de grammaire et qui sont utiles à connaître parce qu'elles permettent de mieux comprendre la structure de la phrase. Et puis, il y a également quelques mots un peu rares que l'auteur de notre texte aime remettre au goût du jour, parce que l'enrichissement aussi du vocabulaire est une des conditions de la vitalité de notre langue. Donc ça sera la dictée que nous allons faire dans quelques instants. La dictée est relativement courte et j'espère qu'elle vous permettra, de vous reposer quelques questions donc sur certaines règles indispensables à connaître dans notre langue. Et puis le troisième exercice qui vous est proposé, il est de composer un texte à partir des 10 mots choisis par la délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui dépend du ministère de la Culture et qui travaille là avec d'autres organisations de la langue française à travers la francophonie et ses différents pays. Donc ces 10 mots, cette opération annuelle choisit chaque année un thème différent et le thème de cette année est lié à l'air, ce qui était particulièrement approprié en cette époque où nous avons tous des masques devant la bouche et cherchons notre souffle, voire un second souffle. Donc ces 10 mots, les usagers des bibliothèques publiques du Havre ont déjà pu aussi les approcher puisque au mois de février, le réseau des bibliothèques publiques du Havre proposait à ses usagers justement de composer un texte en utilisant ces 10 mots. Quand vous irez sur le site de Lire au Havre, retrouver le sujet de notre épreuve du jour. Le troisième exercice vous permettra de retrouver ces 10 mots et aussi de composer un texte, soit complètement séparé et indépendant des 2 textes précédents de notre épreuve, soit inspiré ou prenant la suite des aventures donc de cet homme d'entreprise que nous allons suivre à travers donc le texte des néologismes et le texte de la dictée. Vous pourrez après, vous le verrez sur le corrigé donc de notre épreuve, si vous le souhaitez,
nous envoyer vos textes, vos commentaires pour que nous puissions en tenir compte et éventuellement partager votre créativité avec les autres participants quand nous aurons le plaisir de pouvoir nous réunir à nouveau en présentiel. Je marque un petit temps d'arrêt pour ouvrir le texte de la dictée et vous laisser le temps de vous procurer un papier. Une page doit suffire, une page et demie. Un papier, un crayon qui glisse bien sur le papier, mais je prendrai le temps de parler doucement et je prendrai le temps de répéter les phrases également. Je ferai toutes les liaisons. Il s'agit donc toujours pas de vous piéger. Donc, écoutez bien les liaisons que je fais et j'essaye de les faire à propos. Je vous dicterai la ponctuation et lorsqu'il y a certains accents, j'essaye de les prononcer le plus clairement possible. Voilà. Lorsque vous avez des doutes par rapport à un mot rare, je vous ai dit qu'il y en aurait quelques-uns dans le texte, ne vous posez pas des questions, ne vous torturez pas l'esprit. Le plus simple est parfois la meilleure solution. Il vaut mieux écrire simplement un mot que vous ne connaissez pas en utilisant les règles habituelles de l'orthographe, plutôt que d'essayer d'imaginer des étymologies compliquées qui justifieraient des Y et des PH un peu partout pour rendre le mot plus exotique. Ça n'est pas forcément utile. Est-ce que tout le monde est prêt ? Donc, je commence le texte de la dictée qui met en scène un homme qui s'appelle Rémi et qui donc a, dans le premier texte où il y avait donc les néologismes à découvrir, donc qui a fait un certain nombre de choses dans sa journée professionnelle. Et donc là, maintenant, il va continuer sa vie professionnelle par un certain nombre de rencontres. Rémi pensa à sa réputation de sybarite et se dit avec une ironie amère : qu'aucun mets de cette agape frugale ne déclencherait cette urticaire sporadique qu'il appréhendait tant. Point. Rémi pensa à sa réputation de sybarite et se dit avec une ironie amère qu'aucun mets de cette agape frugale ne déclencherait cette urticaire sporadique qu'il appréhendait tant. Point. Il remonta dans son salon. Virgule. Plaça sur un rayonnage de sa médiathèque. Plaça sur un rayonnage de sa médiathèque les haut-parleurs de sa chaîne compacte. Virgule. Prit une chronique de l'an 1980. Il faut l'écrire, c'est pas en chiffres. De l'an 1980 dans sa bibliothèque. Et sortit nu-pieds sur sa terrasse
virgule, situé de plein pied et exposé tout entière au soleil. Point. Alors, la phrase est longue, hein. Je vais la relire. Il remonta dans son salon, virgule, plaça sur un rayonnage de sa médiathèque les haut-parleurs de sa chaîne compacte, virgule, prit une chronique de l'an 1980 dans sa bibliothèque et sortit nu-pied sur sa terrasse, virgule, située de plein pied et exposée tout entière au soleil. Point. Il posa de champ le livre sur la nappe bleu foncé qui recouvrait un guéridon. Point. Il posa de champ le livre sur la nappe bleu foncé qui recouvrait un guéridon. Poser de champ, hein, c'est-à-dire poser le livre sur son champ, mais qui n'est pas un champ de maïs. Changement de paragraphe. Il prit son téléphone anthracite et appela sa chef des ventes. Point. Il prit son téléphone anthracite et appela sa chef des ventes. Point. Celle-ci lui fit part de son amer dépit d'avoir raté une affaire importante et se justifia par des arguties embarrassées. Celle-ci lui fit part de son amer dépit d'avoir raté une affaire importante et se justifia par des arguties embarrassées. Point. Elle et le client s'étaient bien rencontrés et longuement parlé, mais ne s'étaient pas accordés sur le prix. Point. Elle et le client s'étaient bien rencontrés et longuement parlé, mais ne s'étaient pas accordés sur le prix. Cette phrase, évidemment, a pour objectif de vous faire réviser l'accord du participe passé. Pour les verbes pronominaux. Et vous devez donc vous poser la question de qui est le complément d'objet direct ou s'il y en a un. Voilà. Fallait-il qu'il lui reprochât cet échec? Point d'interrogation. Fallait-il qu'il lui reprochât cet échec? Point d'interrogation. Quoi qu'il en pensât? Et quoique il fût
contrarié. Quoi qu'il en pensât, et quoique il fût contrarié, virgule, il jugea incongru, d'exhiber sa déconvenue. Et préféra la rasséréner. Point. Cette phrase a pour objectif de vous rappeler la différence entre le passé simple, qui s'écrit simplement, et l'imparfait du subjonctif, qui s'écrit de façon un peu plus compliquée. Quoi qu'il en pensât, et quoi qu'il fût contrarié, il jugea incongru d'exhiber sa déconvenue et préféra la rasséréner. Point. Il lui rappela qu'elle devait organiser une séance de remue-ménage. Pour trouver des noms aux nouveaux produits. Virgule, notamment ceux destinés à être des porte-drapeaux. Virgule, qu'on espérait écouler à l'envi et qu'il faudrait que nous associons à la marque pour en exaucer le prestige. Virgule, spécifia-t-il. Donc la phrase est un peu longue, je vais la relire. Il lui rappela qu'elle devait organiser une séance de remue-ménage pour trouver des noms aux nouveaux produits, virgule, notamment ceux destinés à être des porte-drapeaux, virgule, qu'on espérait écouler à l'envi et qu'il faudrait que nous associons à la marque pour en exaucer le prestige, virgule, spécifia-t-il. Point final. Je vais relire la dictée une nouvelle fois dans son entier pour que vous puissiez vous relire vous-même. Et j'allais dire, je serai prêt à répondre à vos questions, mais le standard n'est pas ouvert. Donc, je relis la dictée. Rémi pensa
à sa réputation de sybarite et se dit avec une ironie amère qu'aucun mets de cette agape frugale ne déclencherait cette urticaire sporadique qu'il appréhendait tant. Point. Il remonta dans son salon, virgule, plaça sur un rayonnage de sa médiathèque les haut-parleurs de sa chaîne compacte, virgule, prit une chronique de l'an 1980 dans sa bibliothèque et sortit nu-pied sur sa terrasse, virgule, située de plein pied et exposée tout entière au soleil. Point. Il posa de champ le livre sur la nappe bleu foncé qui recouvrait un guéridon. Point. Changement de paragraphe. Il prit son téléphone anthracite et appela sa chef des ventes. Point. Celle-ci lui fit part de son amer dépit d'avoir raté une affaire importante et se justifia par des arguties embarrassées. Point. Elle et le client s'étaient bien rencontrés et longuement parlé, mais ne s'étaient pas accordés sur le prix. Point. Fallait-il qu'il lui reprochât cet échec? Point d'interrogation. Quoi qu'il en pensât, et quoi qu'il fût contrarié, virgule, il jugea incongru d'exhiber sa déconvenue et préféra la rasséréner. Point. Il lui rappela qu'elle devait organiser une séance de remue-ménage pour trouver des noms aux nouveaux produits, virgule, notamment ceux destinés à être des porte-drapeaux, virgule, qu'on espérait écouler à l'envi et qu'il faudrait que nous associons à la marque pour en exaucer le prestige, virgule, spécifia-t-il. Point. J'espère que cette dictée vous a plu, que vous avez repéré là où nous voulions vous amener à réviser certaines règles. Donc je rappelle que le passé simple s'écrit simplement, que l'imparfait du subjonctif, lui, s'écrit un petit peu plus, de façon un petit peu plus compliquée. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à des difficultés avant que vous ne vous précipitiez donc sur la correction de cette dictée que vous pouvez trouver sur le site de Lire au Havre? Que la règle d'accord des adjectifs décrivant les couleurs est effectivement une des complexités de la langue française, mais qu'elle a une certaine logique, que les sybarites sont des personnes qui ont existé, oui, il y a très longtemps. On en trouve beaucoup moins maintenant. Vous pouviez en croiser dans l'univers grec. Voilà. J'ai essayé vraiment de marquer les liaisons et d'allonger les sons lorsque il y avait un féminin qui donc se marque en français la plupart du temps par un E muet. Donc j'ai
allonger le son lorsque donc le mot est un mot féminin avec un E muet. Quand vous pouvez avoir légitimement des hésitations quant au genre d'un mot. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. Donc, vous retrouvez ce sujet donc sur le site de Lire au Havre. Je vous invite également à consulter notre site apfa.asso.fr, apfa pour Action pour promouvoir le français des affaires. J'espère que l'an prochain, nous aurons le plaisir de vous retrouver, alors peut-être sous cette forme-là, je l'espère, mais peut-être aussi en présentiel parce que nous aurons vaincu la pandémie ou du moins réussi à en écarter les effets les plus pénibles et les plus dangereux. Mais nous pourrions effectivement envisager d'avoir une double formule, une dictée en présentiel et puis une dictée sur les ondes de Westrack que je tiens à remercier de nouveau, ainsi que Lire au Havre, le réseau des bibliothèques municipales du Havre.